Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du topo qui s'intitule donc une tête bien remplie, en référence donc à l'utilisation des solutés à la phase aiguë chez le traumatisé crânien. Je remercie le docteur Marie Lavender de m'avoir encadré dans ce topo. Donc, tout d'abord, un petit rappel sur les solutés de remplissage, avec donc deux grandes familles qui sont les colloïdes et les cristalloïdes. Donc des solutés qui vont avoir des propriétés différentes et des compositions différentes, comme on peut le voir sur le deuxième tableau du bas, et notamment avec des osmolarités qui seront aussi différentes. Et donc parmi ces solutés, on a aussi donc les solutés balancées, qui vont donc avoir une composition qui se rapprochera. On n'a pas le diapo. Ah, c'est pas partagé. Merci beaucoup. On va arriver. Allô? C'est Manon, je prends le bifeu, tu prends le bifeu. Merci beaucoup. Donc les solutés balancées qui ont une composition qui va se rapprocher de la composition au niveau plasmatique physiologique, avec notamment la concentration en chlore qui va être autour de 100, alors que dans les solutés salées, on aura une concentration qui sera bien plus importante. Concernant l'osmolarité, un bref rappel, donc lorsque l'on a deux solutions avec des concentrations différentes, on va avoir une différence donc, de pression osmotique qui va aboutir à un déplacement de la solution la moins concentrée vers la solution la plus concentrée pour aboutir à une isoosmolarité. L'osmolarité, on la calcule donc avec cette formule qui comprend donc le sodium que l'on multiplie par 2, auquel on ajoute la glycémie. Et la valeur normale est autour de 290 milliosmoles par litre d'eau. Donc, le corporel représente 60% du poids du corps et elle contient une variété donc, de molécules qui vont être diffusibles et réparties inégalement entre le compartiment intracellulaire et le compartiment extracellulaire. Et si on atteint l'équilibre osmotique, on va donc avoir une osmolarité extracellulaire qui sera égale à l'osmolarité intracellulaire et qui sera donc égale à 285 milliosmoles par kilogramme d'eau. La régulation de l'osmolarité passe aussi par l'adaptation de l'excrétion hydrique rénale qui va donc être médiée par l'ADH. Et donc, le volume intracellulaire va varier en sens contraire de l'osmolarité plasmatique. Et donc, lorsqu'on va avoir une hyponatrémie, on va avoir un déplacement d'eau vers la cellule, et donc qui va aboutir à une hyperhydratation intracellulaire. Donc, chez nos patients cérébro-lésés, donc déjà la boîte crânienne, on sait que c'est un contenant qui va être inextensible et qui comprend 3 compartiments. Un compartiment plasmatique, un compartiment cellulaire et le liquide céphalorachidien. Ces 3 compartiments sont maintenus à une osmolarité égale. Et donc, lorsqu'on va avoir une hypoosmolarité, et bien là aussi, on va avoir un déplacement d'eau dans la cellule. Et chez nos patients, ça va aboutir à un œdème cérébral. Donc, il y a certains principes qui reprennent cela, notamment la courbe de compliance cérébrale de Langfitt, où l'on voit donc sur cette figure, on a l'augmentation de la pression en fonction du volume. Et donc, lorsque on va avoir une augmentation du volume d'un des compartiments, il va y avoir des mécanismes de compensation à la phase initiale qui vont maintenir une pression constante, une pression intracrânienne qui sera constante. Mais lorsque ces mécanismes vont être dépassés, cela va aboutir au tableau d'hypertension intracrânienne, qui est d'ailleurs défini par une pression intracrânienne supérieure à 22 mm de mercure. Et la loi de Monro-Kévy dit aussi que la somme du volume parenchymateux et le volume plasmatique ainsi que le volume contenu dans le liquide céphalorachidien, c'est une valeur qui est constante et que donc pour que la pique reste stable, il est nécessaire que toute variation d'un compartiment soit compensée. Et donc lorsqu'on va avoir un œdème cérébral, donc une création d'un œdème cérébral, on va avoir une augmentation du compartiment parenchymateux et qui va donc être délétère. Et lorsque les mécanismes de compensation seront dépassés, on aura l'augmentation de la pression intracrânienne. Et donc, là est l'intérêt de cette population de patients cérébro-lésés, puisque l'osmolarité
va avoir un impact potentiel sur l'œdème cérébral. Et donc, dans un premier temps, on va parler donc des solutés qui sont les colloïdes, avec cette première étude publiée dans le New England en 2004, qui compare donc l'albumine aux solutés salées isotoniques, qui est une étude multicentrique randomisée en double aveugle, avec près de 7000 patients inclus dans cette étude. Le critère de jugement principal, c'était la mortalité à 28 jours. Et l'on voit en fait sur le tableau du bas qu'il n'y avait pas de différence significative dans ces deux populations de patients, donc dans le groupe qui a reçu de l'albumine et le groupe qui a reçu du sérum salé isotonique. En revanche, dans le groupe traumatisé, on avait une augmentation de la mortalité dans le groupe ayant reçu de l'albumine. Et ceci était dû en fait à une grande proportion de patients qui avaient un traumatisme crânien et qui étaient décédés. Sauf que cette étude n'avait pas une très bonne signification clinique sur cette population de traumatisés crâniens. Et donc 3 ans après, une autre étude qui a été publiée, c'est l'étude de suivi post-hoc de la précédente, qui ont donc recensé tous les patients qui avaient un traumatisme crânien. Donc il y avait 460 patients, parmi lesquels 231 avaient reçu de l'albumine et 229 du sérum physiologique. Et là, par contre, donc le critère de jugement principal qui était à 24 mois, donc, qui regardait la mortalité, on voit avec un petit p à 0,03 qu'effectivement, dans le groupe albumine, on a une mortalité qui est bien plus élevée que dans le groupe sérum salé isotonique. Et ceci était aussi le cas concernant le résultat neurologique fonctionnel avec le score de Gauss, qui était plus élevé donc, dans la population albumine. Dans cette étude aussi, donc, il y avait 2 groupes parmi les traumatisés crâniens. Il y avait les traumatisés crâniens sévères et les moins sévères. Et le critère de jugement principal était significatif seulement dans le groupe traumatisme crânien sévère. Une autre étude sur les colloïdes, qui là ne parle plus de l'albumine mais des hydroxyéthylamidons, qui a été publiée donc, dans le The American Journal of Surgery en 2011, qui était rétrospective et qui incluait donc près de 2200 patients traumatisés, et donc 479 avaient reçu de l'HES. Et il y avait un sous-groupe de patients qui présentaient des lésions cérébrales. Ils ont évalué la mortalité et l'apparition d'une insuffisance rénale aiguë. Et concernant la mortalité, on voit que dans donc le tableau de gauche, parmi les patients qui avaient un traumatisme crânien majeur, eh bien, il y avait un risque de décès multiplié par près de 2,5 dans le groupe HES, alors que dans le groupe avec le traitement standard, il y avait moins de mortalité. Concernant l'insuffisance rénale aiguë, on voit qu'il y a une apparition d'insuffisance rénale aiguë plus importante aussi dans le groupe HES que dans la population avec le traitement standard. Et donc, ceci nous permet de conclure qu'il n'est probablement pas recommandé d'utiliser les colloïdes, en particulier l'albumine, comme soluté de remplissage chez les patients cérébrolésés pour diminuer la mortalité ou améliorer le pronostic neurologique. C'est une recommandation issue de l'ASFA. Donc là, on a vu les colloïdes. Maintenant, en réanimation, de plus en plus souvent, on utilise des solutés balancées puisqu'on veut en fait éviter d'avoir les effets indésirables rénaux du sérum salé isotonique. Donc là, on va commencer par cette méta-analyse publiée en 2022 qui comparait les solutés balancées versus sérum salé isotonique. Il y avait près de 35 000 patients issus de 8 études et c'était des essais randomisés contrôlés. Le critère de jugement principal, c'était la mortalité au cours du suivi. On voit que sur le tableau du haut, donc la population hétérogène des patients de réanimation, il n'y avait pas de différence significative, mais par contre dans le sous-groupe de patients avec un traumatisme crânien, donc TBI, en bas, on avait donc une augmentation de la mortalité dans le groupe soluté balancé. Et ils ont regardé aussi en critère de jugement secondaire l'impact au niveau rénal. Et là, on voit qu'il n'y avait pas de différence significative entre ces deux groupes. Mais c'était dans la population hétérogène de réanimation, pas dans les traumatisés crâniens. Et donc, on va voir si dans notre population de neurolésés, est-ce qu'il y a des effets indésirables rénaux.
Donc, cette étude qui compare les solutés balancées contre le sérum salé isotonique, qui a été publiée en 2013. C'est une étude monocentrique réalisée à Nantes, randomisée en double aveugle contrôlée. Elle incluait seulement 42 patients, donc 21 dans chaque groupe, donc solutés balancés et sérum et solutés salins. Il y avait les deux familles de solutés cristalloïdes et colloïdes, et il y avait un sous-groupe d'analyse qui reprenait donc la population des patients cérébro-lésés. Le critère de jugement principal, c'était l'apparition d'une acidose métabolique hyperchlorémique dans les 48 heures. Et on voit donc sur la figure de gauche qu'effectivement, il y a une différence entre les deux populations, puisqu'il y a une apparition d'acidose métabolique qui est plus importante dans le groupe salé que dans le groupe balancé. Et cette différence, on la retrouve dans notre groupe de patients neurolésés avec un petit P à 0,04. Donc, plus d'acidose métabolique hyperchlorémique, mais au niveau rénal, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, l'hyperchlorémie aboutit à une acidose, et en fait, l'acidose, elle va nous embêter sur le plan rénal, puisqu'elle va aboutir à une vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente, et in fine, à une insuffisance rénale. Et donc, cette étude qui compare les solutés balancées versus donc le sérum salé isotonique, publiée en 2018, une étude randomisée en crossover. Le soluté balancé ici était le ringer lactate ou le plasmalite. Elle a inclué beaucoup de patients, 15 800 patients. Le critère de jugement principal était à 30 jours. La proportion de patients qui avaient un critère ou plus d'un critère d'effet indésirable rénal. Ces effets indésirables, c'était donc une cause de décès à cause d'un problème rénal, ou l'utilisation d'une épuration extra-rénale, ou une insuffisance rénale qui persistait. Sur le tableau de gauche, donc, on voit que sur le critère de jugement principal, dans cette population de patients admis aux soins intensifs, il y avait quand même une différence qui était peu significative avec un petit P à 0,04, mais qui avait lieu d'être, alors que dans notre population de traumatisés crâniens, on voit effectivement qu'il n'y a pas de différence significative. Et donc que certes, le sérum salé isotonique augmente l'acidose hyperchlorémique, mais qu'au final, il n'y a pas de différence sur l'effet sur le plan rénal. Mais qu'en est-il donc des solutés balancées sur nos patients neurolésés en termes de mortalité et de pronostic neurologique fonctionnel? Une première étude qui compare donc le ringer lactate versus le sérum salé isotonique, qui était une étude rétrospective qui inclut 791 patients. Le critère de jugement principal était la mortalité à 30 jours, et l'on voit que les patients ayant reçu du ringer lactate étaient plus décédés. Il y avait une plus grande proportion de patients qui étaient décédés dans ce groupe ringer lactate que dans le groupe sérum salé isotonique, et ceci est expliqué par l'hypotonicité de ce soluté. Une autre étude publiée en 2021 qui comparait donc, pareil, soluté balancé qui était ici plasmalite et sérum salé isotonique, qui était un essai clinique en double aveugle et randomisé. Le critère de jugement principal était la mortalité à 90 jours. Là aussi, dans la population hétérogène des patients, le premier tableau montre qu'il n'y avait pas de différence significative. En revanche, dans notre groupe de patients neurolésés, on voit qu'il y a clairement une augmentation de la mortalité dans le groupe ayant reçu des solutés balancées. Et dans cette étude, ils avaient comme critère de jugement secondaire le score SOFA AJ7 et le score de SOFA neurologique. Et on voit que dans le groupe balancé, il y avait une plus grande proportion de patients qui avaient un score SOFA neurologique mauvais par rapport à la solution salée isotonique. Et donc, il y a un autre soluté qui est proposé par certaines équipes et qui aide au contrôle de la PIC, c'est le SSH, de soluté salée hypertonique. Donc, l'étude COBI, qui a été publiée en 2021, qui est une étude randomisée, contrôlée, multicentrique en France, qui avait inclus donc 370 patients avec un traumatisme crânien, donc qui était défini par un Glasgow inférieur ou égal à 12 et une lésion scanographique. Le schéma de perfusion, en gros, c'était un bolus de 1 heure injecté dans les 24 heures suivant le TC, puis une perfusion en continu de soluté salée hypertonique qui était adaptée à la natrémie. Le critère de jugement principal, c'était le score de Gauss à 6 mois, et on voit en fait que sur le tableau du bas,
à 6 mois, il n'y a pas de différence significative. Il y avait en effet la même proportion de patients qui avaient le même score dans cette population. Donc, il n'y avait pas d'amélioration de l'état neurologique à 6 mois chez les patients ayant reçu du SSH en perfusion continue. Pendant cette étude, ils ont regardé la pression intracrânienne et ils ont mis en évidence un rebond d'hypertension intracrânienne à 48 heures. 48 heures, c'était la durée minimale dans cette étude de perfusion en continu du SSH. Et donc, ceci peut être expliqué à une accumulation intracellulaire d'osmolyte dans le tissu organique qui pourrait provoquer l'œdème cérébral pendant la normalisation du sodium plasmatique. Ils avaient aussi regardé les effets indésirables sur le plan rénal. Il n'y avait pas de différence significative, mais après, on ne pouvait pas trop juger, vu que ce n'était pas le critère de jugement principal. Et donc, 3 ans après, l'étude post-hoc de cette étude COBI, qui prend comme critère de jugement principal l'apparition d'une insuffisance rénale aiguë dans les 28 jours. Et là, on voit bien que dans le groupe SSH versus traitement standard des unités des soins intensifs, il n'y avait pas de différence significative et donc pas associée à une apparition d'insuffisance rénale aiguë. Et donc, en conclusion, l'utilisation des cristalloïdes isotoniques est recommandée en première intention. L'utilisation des solutés hypotoniques et des colloïdes n'est pas recommandée. Et l'utilisation du SSH en continu n'est pas recommandée non plus. Merci pour votre attention.